cours de l'été 1917, troisième année de la guerre la plus sanglante de l'histoire, les services aériens allemands inaugurent un nouveau concept dans l'aviation de combat. Ils rassemblent 4 escadrilles, dénommées Jasta dans le jargon de l'époque, qui vont combattre ensemble dans le cadre d'une seule force mobile. Leur chef est Manfred von Richthofen, le déjà fameux Baron Rouge. Les Alliés vont dénommer cette nouvelle unité de combat le cirque volant, à cause de ses avions multicolores, de ses patrouilles régulières 2 fois par jour, et de sa façon de sauter très vite d'une bataille aérienne à la suivante. Dans cette guerre où l'espérance de vie d'un jeune pilote est tombée à moins de 2 semaines, les artistes du cirque de Richthofen sont connus partout sur le front. Voss, Löwenhardt, Udet, Wolf. Capables de tenir tête à une quantité sans cesse accrue d'avions alliés aux performances toujours plus élevées, ces aviateurs allemands sont d'une habileté légendaire qui va faire du cirque volant le plus grand spectacle aérien de l'époque. Au printemps de 1914, personne ne s'intéresse vraiment aux possibilités de l'arme aérienne. Les responsables militaires se préparent à mener cette guerre là où les batailles se font depuis des siècles, sur terre et sur mer. Des millions de soldats sont mobilisés par des pays sûrs de leur puissance, persuadés que la victoire décisive est à portée de main. Ils se trompent. La guerre qui va s'ensuivre sera la plus sanglante de l'histoire et l'une des plus brutales. Les tranchées creusées dans le sol de l'Est de la France vont devenir la demeure des soldats pour des années. Lorsqu'ils sortent de leurs abris pour l'assaut, des millions d'hommes sont fauchés par des barrages d'artillerie et les tirs de mitraille. Savoir où se terre l'ennemi et connaître l'ampleur de ces opérations constitue alors un renseignement capital. C'est pour l'obtenir que les avions font leur entrée chez les militaires. Des machines de reconnaissance biplace sont envoyées derrière les lignes ennemies pour photographier la disposition des tranchées. Les premiers pilotes ne sont considérés que comme des chauffeurs pour avions. Recrutés parmi les sous-officiers, ils ont pour seule mission de voler droit et stable. Les officiers, généralement issus de la cavalerie en portant leurs sabres, sont assis à l'arrière et c'est à eux que revient la mission d'observer. Mais si ces informations recueillies par les patrouilles de reconnaissance sont précieuses, il ne faut pas longtemps pour que les aviateurs commencent à essayer d'utiliser leurs appareils comme arme offensive. Les observateurs commencent par tirer sur l'ennemi à coups d'armes individuelles et larguent des grenades et des bombes rudimentaires à la main. Des fléchettes d'acier de la taille d'un crayon, larguées de 3000 mètres d'altitude, peuvent traverser de part en part un homme tapi dans sa tranchée. Durant tout l'hiver 1914 et au cours du printemps suivant, les avions alliés équipés de mitrailleuses dominent leurs adversaires allemands, qui n'embarquent dans leurs appareils que des pistolets et des carabines. Les pilotes alliés sont aussi 2 fois plus nombreux que leurs homologues adverses. Les chefs du service de l'air allemand sont contraints d'ordonner à leurs pilotes de ne voler qu'à l'intérieur de leur ligne. Et le rapport de force va bientôt pencher encore plus en faveur des Alliés. Roland Garros était un des héros de l'aviation française d'avant-guerre. On lui confie un Morane dont les pales d'hélice sont équipées d'un déflecteur métallique permettant à la mitrailleuse de tirer directement à travers l'hélice, dans l'axe de l'avion. Une première d'une importance capitale. En 2 semaines, il abat 5 appareils ennemis. Mais il ne va garder son secret que 18 jours. En mai 1915, les Allemands le capturent, lui et son formidable avion. C'est Anthony Fokker, un Hollandais astucieux et ambitieux, qui va réussir à améliorer le système inauguré sur l'appareil français. Il n'a que 24 ans quand la guerre éclate, et son nom va devenir synonyme de l'aviation allemande. En mai 1915, le jeune ingénieur dévoile devant un parterre des meilleurs pilotes allemands le premier avion de chasse au monde équipé d'une mitrailleuse synchronisée mécaniquement à l'hélice, le Fokker E1.
Ce nouveau système de tir révolutionnaire va être rapidement maîtrisé par un jeune aviateur de 23 ans, Oswald Bölke. Décoré pour ses missions en tant que pilote de reconnaissance, il sait que l'avenir des combats aériens va se jouer avec des chasseurs monoplaces. Son camarade de la section aérienne 62, Max Immelmann, assiste aussi, fasciné, aux démonstrations de Fokker. Les deux hommes sont impatients de disposer d'une monture qui leur permettra d'obtenir leur première victoire. Le 1 entre en service au milieu de l'été 1915, rapidement suivi de versions améliorées. Les pilotes ont toujours l'ordre de rester derrière leur ligne, mais cette fois, de peur que le secret de leur nouveau chasseur redoutable ne tombe entre des mains adverses. Mais Bölke et Immelmann ont leur méthode pour venir à bout des avions ennemis. Bölke affirme ainsi « Il ne faut pas attendre qu'ils passent nos lignes, il faut aller les chercher et les pourchasser. Je pars toujours vers le front avec le lieutenant Immelmann pour chasser les Français. » Les Allemands s'avèrent d'excellents chasseurs. Le meilleur pilote du front à l'époque, le Français Adolphe Pégout, est rapidement abattu. Au mois d'août, c'est au tour des Alliés de se plaindre d'être en état d'infériorité face à la nouvelle puissance de feu des Allemands. Immelmann remarque « 10 minutes après notre apparition, il n'y a plus aucun appareil ennemi en l'air. » Ce que Bölke confirme, « Ils traitent mon monoplace avec beaucoup de respect, ils filent aussi vite qu'ils peuvent. » Alors que seuls 15 exemplaires du chasseur E1 sont livrés chaque mois, les Anglais parlent en termes horrifiés du fléau des Fokker. On se sent à nu et sans défense, la panique vous envahit. Tout vous semble irréel et puis on entend le crépitement des mitrailleuses. C'est une épreuve atroce. En janvier 1916, Immelmann et Bölke remportent chacun leur 8e victoire et reçoivent la médaille pour le mérite des mains du Kaiser. C'est la plus haute distinction militaire allemande. Cette médaille est remise aux combattants méritants depuis plus de 2 siècles, mais c'est la première fois qu'elle est remise à des aviateurs. Mais il n'y a pas beaucoup de temps pour célébrer cet honneur. La guerre prend soudain de l'ampleur autour du dispositif fortifié de Verdun. Les généraux allemands rassemblent 1 million d'hommes à 15 km des forts de la ville et se préparent pour une bataille prolongée. L'hiver est rude et promet de rendre cette guerre affreuse encore plus terrible. Le 21 février 1916, 1400 pièces d'artillerie allemande pilonnent les fortifications pendant 9 heures, le plus grand barrage d'artillerie de toute l'histoire militaire. La ligne de front française est détruite. Derrière une formidable frappe d'armes meurtrières, les soldats allemands se battent pour gagner du terrain. Au-dessus d'eux, les pilotes abattent plusieurs avions alliés pour chacun de leurs avions touchés. Bölke se sent de plus en plus confiant en survolant ce qu'il appelle son terrain de chasse. Mais les Français tiennent la dragée haute aux aviateurs allemands, trop sollicités pour consolider leur avance en coupant les routes d'approvisionnement de Verdun. La voie sacrée reste ouverte et la bataille de Verdun se poursuit. Le ciel reste pourtant sombre pour les Alliés, qui tentent désespérément de repousser l'avance allemande. Le général Hugh Trenchard, commandant le Royal Flying Corps en France, est découragé. Le ciel est trop grand pour pouvoir être défendu, soupire-t-il. Les chefs militaires décident de mener une action pour porter la guerre sur le territoire ennemi et l'y maintenir. Pour mettre en œuvre cette audacieuse stratégie, les Alliés s'équipent de nouveaux avions dont les biplaces britanniques FE-2B et les DH-12, ainsi que le Nieuport 17 français, qui va devenir un des chevaux de bataille essentiels de la guerre. Avec lui, les Alliés disposent d'un appareil capable de manœuvrer plus serré que ses adversaires. Les Allemands sont aussi sur le point de perdre leur monopole de la mitrailleuse synchronisée.
le mythe du Fokker est rompu. Fin 1916, le général Henry Rollins de la 4e armée britannique est fier d'annoncer « C'est maintenant nous qui avons la maîtrise du ciel ». Des batailles acharnées de Verdun et de la Somme émerge une nouvelle génération de héros de l'aviation. Des hommes comme George Guynemer, mais aussi comme les anglo-saxons Albert Hall et Lano Hawker reçoivent les plus hautes décorations et sont partout admirés. Et c'est alors que les pilotes alliés commencent à devenir célèbres que l'un des meilleurs aviateurs allemands est abattu. Max Immelmann, avec 15 victoires en combat aérien à son actif, meurt à l'âge de 25 ans. Mais pour les Allemands, il y a d'autres sujets d'inquiétude encore plus graves que la mort d'Immelmann. Depuis 1916, leur machine de guerre est sur le déclin. Le 28 août de la même année, le commandant en chef des armées allemandes, Erich von Falkenhayn, démissionne. Les maréchaux Paul von Hindenburg et Erich von Ludendorff prennent la relève et réorganisent l'effort de guerre. Mais la réussite de leur plan exige un nouvel avion capable de tenir tête aux chasseurs alliés. Leurs désirs vont être comblés non pas par Anthony Fokker, mais par la firme Albatros. Son bureau d'études a tout simplement copié le Nieuport, mais le résultat dépasse le modèle. L'Albatros arrive sur le front au cours de l'été 1916. L'accueil des pilotes est excellent. Avec son nouvel avion, Oswald Bölke descend 11 appareils ennemis en 16 jours. Forte de ce nouvel appareil, l'aviation allemande est réorganisée. Dès la fin de 1916, quelques 33 escadrilles de chasse, dénommées Jasta, devront être opérationnelles sur le front. Chaque Jasta disposera de 14 nouveaux avions qui attaqueront en groupe. Oswald Bölke lui-même est chargé de cette réorganisation. Il commandera aussi la Jasta 2 et choisira lui-même ses nouveaux pilotes. Il adore enseigner ses tactiques de combat aux jeunes stagiaires. Après chacune de ses missions, les pilotes se pressent autour de lui pour savoir s'il a cette fois encore descendu un appareil allié. Le maître est sensible à la flatterie. Ils sont agités comme des jeunes chiots, raconte-t-il. Lorsqu'on lui demande lequel de ses élèves a des chances de devenir un pilote d'exception, Bölke pointe un sémillant jeune prussien issu de la cavalerie. Voilà votre homme. Né le 2 mai 1882, Manfred von Richthofen est l'aîné des 3 frères d'une famille d'aristocrates prussiens. Chasseur invétéré et cavalier accompli, Richthofen commence la guerre dans la cavalerie. Impatient d'affronter l'adversaire, il se heurte à quelques problèmes. Il pénètre tellement loin le territoire polonais qu'il manque d'être capturé par des soldats russes. Transféré sur le front occidental, il fonce dans une embuscade en France et perd la plupart de ses hommes. « Si je survis à cette guerre, j'aurais eu plus de chance que de bon sens », écrit-il à sa famille. En mai 1915, Manfred et son père, un commandant de réserve, ont la joie d'apprendre qu'il est muté. Richthofen va perpétuer la fière tradition familiale dans l'aviation. Notre homme est ravi de sa chance, il est l'élève du meilleur. Bölke le choisit pour servir dans la Jasta 2. Tout ce que nous disait Bölke était parole d'évangile, écrit Richthofen. Pour son premier vol en solo, Richthofen casse à l'atterrissage. Lors de son premier examen de pilote, il échoue. Mais il apparaît bien vite que cet élève a le sens du combat, comme son maître. Le 16 septembre 1916, la Jasta 2 reçoit son lot d'élégants Albatros D2. Le lendemain, Bölke emmène ses jeunes chiens au combat contre les Anglais. Au cours des duels aériens qui s'ensuivent, chaque pilote allemand réussit à descendre un avion anglais. Richthofen obtient ainsi sa première victoire. Il marque l'occasion en se commandant auprès d'un bijoutier de Berlin un petit souvenir, une magnifique coupe d'argent. Il en ajoutera beaucoup d'autres à sa collection.
Mais l'élève le plus brillant de Bölke n'est pas le seul de son espèce. Entre la mi-septembre et le milieu d'octobre, la Jasta II abat 40 aviateurs alliés. Le succès de ces jeunes pilotes impressionne même l'exigeant Bölke, qui admet ce sont de formidables, de brillants gentlemen. Bölke améliore son propre palmarès à 40 victoires, ce qui fait de lui le plus grand as allemand de la guerre. Mais par un après-midi nuageux de la fin octobre 1916, alors qu'avec son grand ami Erwin Böhm, ils effectuent un vol en formation, l'aile gauche de Bölke heurte le train d'atterrissage de l'appareil de Böhm. Cette collision légère déstabilise Bölke et le précipite dans la mort. Les Allemands pleurent leur héros adulé. Puis, en novembre, Richthofen descend un DH-2 au cours de la plus longue bataille aérienne de la guerre. L'as britannique Lano Hawker est la 9e victime de Richthofen. Plus généralement, l'habileté dominatrice du Prussien et son audace au combat montrent aux adversaires comme aux hommes de l'aviation allemande que celle-ci reste en bonne main. En janvier 1917, Manfred von Richthofen est décoré de la médaille pour le mérite, après sa 16e victoire. Il est aussi choisi pour commander sa propre escadrille, la Jasta 11. Celle-ci n'affiche encore aucun palmarès glorieux, mais son brillant nouveau chef va se charger de changer ça. Le Grand As de l'Allemagne est un exemple pour les pilotes en herbe qu'il commande, tout particulièrement pour l'un d'entre eux, tout frais sorti de l'école de pilotage. Richthofen a en effet insisté pour que son frère Lothar soit affecté dans son unité. Manfred exige que celui-ci le suive de près pour observer sa façon de faire. Au cours de son 3e vol, Lothar s'éloigne de la formation et abat son premier avion anglais. L'armée allemande va bientôt souhaiter avoir des centaines de Richthofen. Au cours de la période critique du printemps de 1917, les troupes allemandes ont l'ordre de reculer derrière les imposantes fortifications de la ligne Siegfried. L'armée en retraite pratique la politique de la terre brûlée, ne laissant rien derrière elle. Les aviateurs allemands mettent un point d'honneur à assurer la protection de leurs troupes pendant qu'elles se retirent vers leur nouvelle position. Quand les Britanniques avancent dans les zones inoccupées, les pilotes de Richthofen s'empressent d'aller à leur rencontre. Les Allemands disposent alors d'une version améliorée pour les affronter, l'Albatros D3. Bon grimpeur, ce chasseur monomoteur dispose d'une puissance de feu 2 fois supérieure à ses équivalents alliés. Richthofen ne peut qu'apprécier avec enthousiasme la nouvelle machine dont il dispose. C'est avec cette version de l'Albatros qu'une des légendes les plus tenaces de l'histoire aérienne prend corps. Comme l'écrit Richthofen, j'ai eu l'idée de faire peindre ma machine en rouge vif. Résultat, tout le monde connaissait mon oiseau rouge. Mes adversaires semblaient aussi avoir entendu parler de cette transformation colorée. Effectivement, les dommages qu'infligent Richthofen et son Albatros rouge lui doivent très vite le surnom de Diable rouge. Commence alors la période baptisée par les aviateurs anglais l'Avril sanglant. Richthofen démarre le mois avec 31 victoires à son actif. À la mi-avril, il en affiche 45, dépassant ainsi le total de Bölke. En un mois, les pilotes allemands détruisent 150 appareils alliés en vol et mettent un tiers de tous les aviateurs anglais hors de combat. Le palmarès de Richthofen se monte alors à 52 victoires. Lorsque se termine l'Avril sanglant, Richthofen et sa Jasta 11 sont stationnés au château de Raucourt. Ces pilotes ont fait mieux que protéger la retraite de l'infanterie allemande. Ils ont mis un coup d'arrêt brutal aux attaques aériennes alliées. Le moral est au plus haut. Manfred von Richthofen, l'as, devenu le plus grand as de la guerre, peut partir en permission. Son frère Lothar reprend le flambeau pendant que Manfred, pour se reposer de pourchasser les Anglais, rentre chasser le gibier dans son domaine prussien. Mais pendant que le héros des pilotes allemands prend un repos bien mérité, les Anglais, pourtant blessés et meurtris, n'abandonnent pas. Un nouvel avion fait son apparition qui va leur redonner le goût de la bagarre. Le SE-5 est un chasseur robuste et stable.
les Britanniques lancent une attaque insolente contre la ligne Siegfried. Une fois de plus, des vagues d'avions du Royal Flying Corps affrontent les mâchoires des Jasta. Mais cette fois, grâce à leur supériorité numérique et à leur volonté, les aviateurs alliés récupèrent la supériorité aérienne locale. La combativité de l'aviation anglaise se mesure à l'action de Billy Bishop. Au début maladroit et lourdeau, le jeune pilote démontre finalement des qualités équivalentes à celles de ses adversaires allemands. À la fin de l'été 1917, il affiche 47 victoires. J'avais trouvé la chose que je préférais à toutes. Pour moi, ce n'était pas un travail ni un métier, c'était un jeu extraordinaire, explique-t-il. Mais les règles du jeu de Bishop vont bientôt changer. Le 14 juin, Manfred von Richthofen est de retour sur le front avec des directives résultant de la nouvelle stratégie aérienne allemande. Il est chargé de mettre en œuvre le premier Jagdgeschwader, JG1 en abrégé. Cette unité est composée de 4 Jasta indépendantes. Ensemble, elles forment un groupe de chasse itinérant de 50 avions, avec une logistique au sol abritée dans des tentes. Les Jasta vont là où l'on a le plus besoin d'elles. Le cirque volant de Richthofen vient de naître. Ce sera une équipe d'aviateurs de rêve, le plus formidable groupe de chasse aérienne jamais constitué. Richthofen sélectionne ses hommes et il sait choisir. Hans Klein, Kurt Wolf, Erich Löwenhardt, Kurt Wutzow, Wilhelm Reinhardt, Kurt Almenrode, Werner Voss. Tous ces hommes rejoignent les frères Richthofen pour devenir des héros de l'Allemagne. La plupart ont à peine 20 ans, et pourtant ce sont les meilleurs techniciens du vol et les plus redoutables tueurs. Les Jasta arrivent à l'aérodrome de Markebe avec leurs nouveaux albatros, les D5. Une fois rassemblés, le JG1 a fière allure. Les avions ont été peints pour que les Jasta puissent se reconnaître dans les airs. Les chasseurs de la Jasta 4 arborent un long serpent noir le long du fuselage à finition bois naturel. Les appareils de la Jasta 10 sont peints en jaune. La Jasta 6 se signale par des zébrures noires. Les avions de la Jasta 11 sont rouge vif avec des taches d'autres couleurs. Manfred von Richthofen est le seul à disposer d'un appareil totalement rouge. L'excitation règne parmi ce groupe de pilotes de chasse d'élite alors qu'ils se préparent pour la bataille. Ils ont pourtant en face d'eux un redoutable adversaire. Pour inaugurer l'arrivée de leur nouveau Jagdgeschwader, les Allemands décident d'envoyer leur Gotha à long rayon d'action bombarder Londres. Les 13 et 14 juin 1917, les gros multimoteurs allemands tournent au-dessus de Londres avant de larguer leur charge. On dénombre 600 victimes, ce qui met en rage la population civile. Les Britanniques sont forcés de rapatrier 2 escadrilles de chasse stationnées en France et de redéployer d'autres avions du front pour protéger leur territoire. Le terrain est prêt pour l'entrée en action du JG1. Richthofen prépare ses pilotes à la bataille. En tant qu'instructeur, il ne veut pas de perte de temps en manœuvres d'esbrouf et en acrobatie. Le devoir d'un pilote de chasse est de patrouiller dans sa zone et d'abattre tout appareil ennemi, affirme-t-il. Tout le reste ne sert à rien. Les ordres donnés au cirque sont simples. Stopper les mitraillages de troupes au sol que subit sans cesse l'infanterie allemande, éliminer les monoplaces de chasse alliés, abattre les bombardiers ennemis. Le nouveau commandant du JG1 vole courageusement à la pointe d'une formation en V. Cette disposition permet à ses hommes de se protéger les uns les autres jusqu'au moment où ils plongent sur les avions alliés pris de court. Les Allemands vont essayer de tirer le maximum de leur nouvelle unité aérienne.
Désormais, les avions ne seront plus rattachés à une armée ou un secteur défini du front. Les installations au sol du cirque volant sont composées de tentes et d'abris démontables afin de pouvoir être déplacés comme une unité pleinement autonome par camion ou par train, là où les combats sont les plus rudes. Une semaine durant, le cirque opère au-dessus de Verdun. La semaine suivante, le spectacle coloré se donne au nord d'Arras. Quelques jours plus tard, il a lieu sur la Somme. Mais en général, il se concentre sur la partie britannique du front. Les pilotes scrutent le ciel à la jumelle à la recherche du premier chasseur ennemi. Ou alors ils attendent, assis dans leur chaise longue, l'ordre de faire décoller leurs machines multicolores. Le JG1 effectue des patrouilles 2 fois par jour, tôt le matin et en milieu de journée. En général, il termine par des mitraillages au sol vers la fin de l'après-midi. Si les unités de l'aviation allemande ressemblent à un cirque itinérant au sol, elles projettent la même image dans le ciel. Les hommes du cirque prennent un malin plaisir à leur tactique de combat. Ils volent en cercle par groupe, comme un manège de fête foraine, appâtant les pilotes alliés. Lorsqu'un des avions allemands est attaqué, ils piquent vers l'intérieur du cercle. Le pilote allié le pourchasse pour découvrir trop tard qu'il a un autre avion allemand derrière lui. Autre ruse favorite du cirque, l'utilisation d'un biplace lent comme leurre pour attirer les chasseurs alliés. Billy Bishop témoigne de la manière dont le cirque transforme en art la chasse en meute. Pratiquement tous les matins, nous découvrions des pièges bien montés pour nous avoir. Il fallait manœuvrer habilement pour éviter de tomber dedans. 4 ou 5 avions apparaissaient et nous commencions l'engagement. Puis soudain, pas moins de 15 ou 20 chasseurs nous fondaient dessus de tous les côtés. Cela arrivait tous les jours. Et ils n'avaient bien sûr de cesse de nous descendre. Avec la réputation des pilotes du cirque, s'accroît aussi l'angoisse des pilotes alliés. L'allure des avions allemands est impressionnante. Un pilote allié se souvient de machines aux ailes vertes avec un nez jaune, d'ailes argentées avec un nez d'or, de fuselage rouge avec des ailes vertes, de carlingues bleu clair avec des ailes rouges. Mais les aviateurs alliés ne sont pas seulement préoccupés par les livrées criardes des appareils ennemis. Leurs pertes sont tellement élevées qu'ils doivent souvent envoyer des pilotes peu expérimentés face aux vétérans allemands. Les pauvres ne tiennent pas longtemps. La durée de vie moyenne d'un jeune pilote tombe à moins de 2 semaines. Même des as comme l'américain Eddie Rickenbacker redoutent un affrontement avec le cirque. Je n'ai pas eu besoin de distinguer leurs couleurs pour comprendre qui ils étaient, car l'habileté avec laquelle ils nous fondaient brusquement dessus m'a vite convaincu que je n'avais rien à faire ici. J'étais tombé tout seul par erreur sur la clique de Richthofen. J'ai fait de mon mieux pour rompre l'engagement de manière honorable. Pendant quelques brefs instants, j'ai pu admirer leur extraordinaire habileté à manœuvrer leur machine, car le ciel semblait rempli d'un balai de Fokker. J'avais beau regarder partout, il y en avait toujours au moins 2 face à moi. Rickenbacker en réchappe, mais la plupart n'ont pas cette chance. Pourtant, les Allemands, eux non plus, ne sont pas toujours à la noce. Une balle perdue laisse une cicatrice de 10 cm sur le crâne de Manfred von Richthofen. Une blessure sérieuse, mais sa vie n'est pas menacée. Mon crâne épais de Richthofen a fait ses preuves, écrit-il. Son père vient le voir à l'hôpital pour lui remonter le moral. Mais Manfred ne cessera d'avoir des maux de tête, accentués sûrement par sa frustration à l'encontre des constructeurs aéronautiques allemands. Richthofen se plaint de la paresse des bureaux d'études Albatros, affirmant que la firme n'est plus à la hauteur. De son lit d'hôpital, il écrit à un de ses amis des services de l'air « Le D5 est largement dépassé par les chasseurs monoplaces anglais et s'avère maintenant ridicule au point qu'on ne peut plus rien faire de bien avec. Non seulement leurs appareils sont meilleurs, mais ils en ont beaucoup plus que nous. Nos pilotes, par ailleurs excellents, sont ainsi perdus. Nos constructeurs n'ont pas sorti de nouvelles machines depuis près d'1 an, seulement ces exécrables Albatros. » Malgré ces récriminations, Richthofen continue de contribuer à l'effort de guerre allemand. Fin juillet 1917, il est de retour sur le front et promet à ses hommes qu'ils auront de nouveaux Fokker. Au mois de septembre, il remporte sa 61e victoire. Mais après d'innombrables duels aériens, il n'éprouve plus autant de plaisir à la chasse. Ses maux de tête ne font qu'empirer et il se sent épuisé après chaque patrouille.
Au cours des 6 mois qui suivent, il ne va récolter que 2 victoires aériennes. Cette mauvaise passe du grand pilote prussien est compensée par la nouvelle étoile montante du groupe. Richthofen a toujours apprécié le style agressif de Werner Voss. En août, il le fait venir avec déjà 34 victoires à son actif au sein du JG1 et lui confie le commandement de la Jasta 10. Voss et Richthofen vont disposer des premiers Fokker DR1 triplans dès que ceux-ci commencent à entrer en service en septembre. La machine de Manfred est bien sûr rouge écarlate. Des rumeurs circulent. Les Anglais ont apparemment constitué une escadrille spéciale pour abattre le Diable Rouge. De généreuses récompenses sont, paraît-il, promises aux pilotes qui réussiront à le frapper mortellement. Malgré la nécessité d'une vigilance accrue en vol, Richthofen est assez satisfait de son triplan. Il est content de l'excellente vitesse ascensionnelle du Fokker qui lui permet de rester au-dessus de l'ennemi en combat et ne tarit pas d'éloges sur l'agilité ultra précise du triplan. Mais Richthofen sait qu'il faut plus qu'un bon avion pour faire un bon pilote. Ce qui est formidable en combat aérien, dit-il, c'est que le facteur décisif ne repose pas sur les ruses de pilotage. Le facteur décisif pour la victoire est tout simplement le courage personnel. En bon commandant du JG1, il recherche toujours de nouveaux pilotes ayant les qualités requises. En mars 1918, il recrute ainsi Lars Ernst Udet. Lors de sa première mission avec le groupe, celui-ci vole derrière Richthofen, sachant que son chef garde toujours l'œil ouvert sur ses nouveaux pilotes. Il juge un homme par ce qu'il accomplit. À celui qui passe l'examen avec succès, il accorde tout son soutien. Mais celui qui échoue, il le laisse tomber sans un battement de cils. Celui qui n'est pas très chaud pour une mission doit quitter le groupe le jour même. Richthofen n'accepte aucune excuse au manquement à sa discipline de fer. À mon avis, l'esprit combatif est la seule chose qui compte, et cet esprit est très fort chez nous autres Allemands. C'est pourquoi nous pouvons conserver pour toujours la maîtrise du ciel. L'une des victimes du triplan de Richthofen est un Anglais, le lieutenant Bird. Le Prussien respecte la combativité des Anglais, mais doute de leur instinct de tueur. L'Anglais est malin, nous devons l'admettre. Ils nous ont toujours défiés au combat et n'ont jamais refusé la bataille. Mais l'Anglais ne voit dans l'aviation rien d'autre qu'un sport. Toutes ces acrobaties impressionnent peut-être les foules qui assistent à des manifestations sportives, mais le public du champ de bataille n'est pas aussi enthousiaste. Il exige des qualifications plus élevées que les manœuvres d'esbrouf. C'est pourquoi le sang des pilotes anglais va devoir couler à flot. Richthofen n'est pas tendre non plus envers les Français. Les Français n'ont pas le même caractère. Parfois, le sang gaulois ne fait qu'un tour. Le Français va alors attaquer. Mais la combativité française est un peu comme de la limonade en bouteille. Elle manque de ténacité. Derrière Richthofen, plus grand as de la guerre avec ses 80 victoires, c'est pourtant le Français René Fonck qui arrivera en second avec 75 victoires et qui survivra à la guerre. Le 23 septembre 1917, Werner Voss décolle pour une patrouille à bord de son DR1. Le triplan de Voss est bien connu des Alliés pour le visage bien particulier peint sur son capot moteur. Il ne faut pas longtemps pour que l'Allemand soit engagé dans une bataille contre 7 SE-5 britanniques. Pendant plus de 10 minutes, les avions effectuent leur balai dans le ciel. Voss a de nombreuses occasions de rompre le combat, mais choisit de se battre seul. Grâce à sa brillante habileté au pilotage, il parvient à maintenir l'adversaire à distance. Un des aviateurs anglais dira « Le pilote semblait faire feu sur tout le monde à la fois ». Mais ses chances sont trop minces. Il est finalement abattu et meurt après 48 victoires. De nombreux pilotes allemands dopent leur courage indéniable par des manies superstitieuses. Kurt Wolff ne décolle jamais sans son bonnet de nuit qui lui porte chance. Manfred von Richthofen porte toujours la même veste de cuir. Lothar met toujours une paire de vieux gants de combat de son frère comme fétiche. Mais Lothar a aussi la poisse. Par 3 fois, il écrase son avion un 13 du mois, la dernière fois à bord d'un Fokker DR1. Le triplan n'est finalement pas l'arme miracle dont les Allemands avaient rêvé.
et l'appareil est finalement retiré du front. Malgré les dangers que doivent affronter les hommes du cirque, ils ne sont jamais aussi grands que ceux que doivent subir les soldats dans les tranchées. Richthofen déplore les souffrances endurées par les troupes au sol. La bataille qui se déroule sur tous les fronts est devenue terriblement sérieuse. Il ne reste rien de la joyeuse guerre qu'on nous avait promis au début. Aujourd'hui, nous devons combattre le désespoir et nous préparer pour que l'ennemi ne pénètre pas dans notre pays. L'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917 n'a pas produit l'effet escompté d'une rapide victoire alliée. L'Allemagne prépare à nouveau une attaque massive pour gagner la guerre, mais elle va être submergée par des forces adverses de plus en plus puissantes. Le 21 mars 1918, les forces allemandes lancent une attaque au gaz et à l'artillerie. Les lignes alliées sont enfoncées. L'infanterie allemande, appuyée par l'aviation, s'enfonce dans la brèche. Le cirque volant effectue 118 sorties durant la bataille, abattant 13 appareils alliés sans aucune perte. Richthofen a retrouvé sa forme d'antan, ajoutant 3 victoires à son palmarès déjà impressionnant de 70 avions descendus. Mais les vétérans expérimentés comme lui sentent bien que leurs généraux jouent leur va-tout. Les bombardements d'artillerie ont dû s'arrêter faute de munitions suffisantes. L'approvisionnement est au plus bas et les populations civiles dans le pays souffrent de famine. L'aviation allemande et les troupes terrestres descendent 1000 appareils anglais en mars et en avril. Mais Richthofen, autrefois le joyeux chasseur du ciel, est maintenant déprimé par l'épouvantable boucherie. Je reviens misérable après chaque bataille. Quand je pose le pied au sol, je m'enferme dans mes quartiers et je ne vois personne et ne veux plus rien entendre. La situation ne s'améliore pas. Au début de 1918, les Alliés disposent d'un monoplace de chasse redoutable, le Sopwith Camel. Pourtant, même une humeur exécrable et un nouvel adversaire coriace ne suffisent pas à arrêter Richthofen. Le 20 avril 1918, il descend 2 camels, montant son palmarès à 80 victoires. En descendant d'avion, il semble content pour la première fois depuis des mois. 80, c'est un chiffre respectable, déclare-t-il. Le matin du 21 avril, le Canadien Roy Brown, affecté au Royal Flying Corps, attend que la brume se lève. Ce capitaine de 24 ans doit commander une escadrille de 6 Sopwith Camel pour la patrouille du matin. Juste après 9h30 du matin, le groupe de Brown décolle pour patrouiller au-dessus de la vallée de la Somme. À quelques kilomètres, de l'autre côté de la ligne de front, Manfred von Richthofen a rassemblé un groupe choisi de pilotes pour un vol. Il décolle aussi pour le même secteur. Les deux unités vont s'affronter. Richthofen cible un vieux camarade de classe de Brown, Wop May. Brown pique pour aider son ami et se trouve là où très peu de pilotes ont eu la chance de se trouver, juste derrière Richthofen. D'après Brown, l'as allemand ne l'a apparemment pas vu. Brown descend avec le tristement célèbre triplan rouge dans sa ligne de mire. Il tire. Les balles de la mitrailleuse Vickers raclent le fuselage du Fokker. Richthofen se retourne et s'écroule sur son siège.
Le triplan continue de pourchasser sa cible pendant près de 2 km avant d'atterrir brutalement à côté de tranchées tenues par les troupes australiennes. Manfred von Richthofen, le baron rouge, devait partir en permission 2 jours plus tard. Il est mort 11 jours avant son 26e anniversaire. Lorsque Brown apprend plus tard qu'il a descendu l'as des As, il répond « Je n'ai pas eu l'impression d'être un vainqueur ». Tous les soldats aux alentours se précipitent pour récupérer un souvenir du triplan rouge. Le Fokker est littéralement mis en pièces. Les funérailles de Richthofen ont lieu près du village de Bertangle. Les chefs d'escadrille alliés envoient des couronnes de fleurs qui sont déposées sur le cercueil, tandis que des aviateurs alliés le portent. Lors de cette cérémonie, les Alliés rendent à Richthofen tous les honneurs. Après une guerre sans merci, c'est une extraordinaire marque de respect. Un peloton d'honneur constitué de 13 soldats australiens monte la garde, crosse renversée. Mais la mise en terre de Richthofen ne met pas pour autant fin aux efforts de l'aviation allemande. Volant dès le lendemain sans son chef prestigieux, le cirque volant n'en descendra pas moins de 3 camels. La guerre aérienne se poursuit. Les Allemands reprennent de l'avance avec le nouvel avion qu'avait en vain réclamé Richthofen. Le Fokker D7, d'une conception révolutionnaire entièrement métallique, est le lauréat d'un concours lancé pour sélectionner la nouvelle génération de chasseurs allemands. Bien que de nombreux pilotes soient inquiets de passer du DR1 au D7, les autorités militaires commandent l'avion en grande quantité. La guerre atteint alors un point critique pour les Allemands, qui cherchent désespérément à envoyer au combat le plus d'avions et de pilotes possible. Pendant un temps, le service de l'air est mieux équipé qu'il ne l'a jamais été. Mais un blocus organisé par les Alliés va mettre à mal les usines allemandes, qui ont le plus grand mal à s'approvisionner en matières premières. Les Allemands remplacent leurs avions, mais ne peuvent remplacer l'expérience des pilotes abattus. La guerre a fait beaucoup de victimes, même parmi les brillants aviateurs du cirque volant. La perte d'as tels Almenroder, Wolf, Voss, Richthofen, Weiss et Löwenhardt va gravement clairsemer les rangs du JG1. Mise à genoux par des années de combat, l'Allemagne a de moins en moins de jeunes hommes à sélectionner pour suivre la formation de pilotes. Les aviateurs sans expérience sont incapables de profiter des avantages de la remarquable vitesse ascensionnelle du D7 et de sa capacité à voler à basse altitude sans décrocher. En juillet 1918, Hermann Göring prend le commandement du cirque volant. Ancien officier d'infanterie souffrant d'arthrite, Göring n'est pas un adepte de la liberté d'action que Richthofen avait donnée à ses chefs d'escadrille. Il fait preuve néanmoins d'efficacité dans des temps difficiles. À la fin de l'été, le blocus des Alliés force les pilotes allemands à rationner l'essence de leurs avions. Les munitions manquent. Lorsqu'un avion allié s'écrase près d'une base allemande, on se précipite pour récupérer les instruments de vol et les pièces détachées. Lorsque le cirque volant reçoit l'ordre de monter vers le secteur de la Somme, les pilotes doivent se poser en route pour mendier de l'essence. Pourtant, les aviateurs vont continuer d'affronter les chasseurs alliés et d'appuyer les troupes au sol. À la mi-juillet, les Allemands épuisés attaquent une fois de plus sur la Marne. Ce sera leur dernière offensive, à moins que l'opération ne soit un succès. Ce n'est pas le cas. Les troupes françaises et américaines tiennent leur ligne, puis contre-attaquent et repoussent les Allemands sur l'autre rive de la Marne. Les pilotes du cirque volant se battent comme des hommes qui n'ont pas l'intention de perdre une guerre. Affrontant des avions alliés 2 fois plus nombreux, les Allemands refusent de céder le moindre espace aérien à l'adversaire.
Pourtant, ces pilotes courageux savent que la fin est proche. En patrouillant au-dessus des champs de bataille, Ernst Udet rapporte qu'il pouvait voir les hommes fuyant de leur position, traînant leurs mitrailleuses avec eux. Après des années de terrible statu quo sur le terrain, il semble maintenant évident que les forces alliées acculent les Allemands à la débâcle. Le 26 septembre 1918, les Alliés lancent la dernière offensive de la guerre dans la forêt d'Argonne. La fin arrive rapidement. Les soldats dans les tranchées se rendent. Le Kaiser doit abdiquer et une commission d'armistice allemande est envoyée en France. Pendant que les aviateurs alliés fêtent la fin des combats, le cirque volant doit s'incliner devant l'inévitable. Le 10 novembre 1918, les pilotes allemands sont informés que l'armistice sera effectif le lendemain. Les Fokker D-7 sont les seuls appareils mentionnés dans le traité d'armistice. Les pilotes les préparent alors pour leur dernier vol vers Coblence, où ils sont remis aux Alliés. La guerre dans le ciel est terminée, le cirque volant n'est plus. La célébration de la victoire est un indicible soulagement après 5 années d'une guerre épuisante. Les quelques milliers de victimes dans le ciel ne sont rien en comparaison des millions de soldats tués dans les tranchées des deux camps. Pourtant, la marque des courageux aviateurs dans ce conflit s'avère beaucoup plus importante que ne le laisse supposer leur nombre. Le succès de pilotes comme Richthofen et son cirque volant n'a pas seulement fait pencher la balance lors des batailles de la Grande Guerre, il a bouleversé à jamais les règles de la stratégie militaire.